Eh bien, bonjour aux fidèles du Club du Mercredi et bienvenue dans ce nouvel entretien avec Stanislas Berton. Stanislas Berton, bonsoir. Bonsoir Maxime. Bon, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour un nouvel entretien en votre compagnie. C'est le premier entretien depuis un petit moment, depuis un petit peu plus d'un mois et l'enregistrement d'un échange avec Pierre Le Vigan. Cette période d'absence s'explique simplement parce que nous travaillons avec l'ensemble des équipes sur la réalisation d'un nouveau format dont j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots supplémentaires à l'occasion de la publication du premier enregistrement de la réunion sur ce nouveau format. Ce sera très probablement d'ailleurs en compagnie de Romain Guérin, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En attendant, et pour notre plus grand plaisir, nous continuons donc les entretiens individuels avec avec Stanislas Berton, ce soir, que nous recevons à l'occasion de la sortie de son troisième livre, donc votre troisième livre, appelé La France retrouvée. Alors, je ne sais pas si on... Voilà, La France retrouvée, de Stanislas Berton aux éditions Le Temps retrouvé. Alors, j'ai souhaité évidemment vous recevoir ce soir, car on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble il y a quelques mois sur les élites, sur la sécession des élites précisément. Vous pourrez facilement, pour vous auditeurs, retrouver cet entretien dans les entretiens disponibles sur notre chaîne, le Club du Mercredi, et également sur la chaîne du Cercle Aristote, puisque nos amis et Pierre-Yves Rougiron nous avaient fait le plaisir de relayer l'entretien. Vous êtes déjà l'auteur de 2 livres, donc, avant ce troisième, Être français, lettre à ma sœur, et puis enfin, votre essai L'homme et la cité, celui pour lequel finalement je vous recevais la dernière fois. Là, vous venez d'écrire donc La France retrouvée. La France retrouvée, c'est un essai dans lequel vous dressez le tableau en fait de la France actuelle, son état, le combat qui lui est mené, les combats qu'elle aura à mener pour se remettre de toutes ces péripéties sur plusieurs dizaines d'années. Et puis vous nous proposez donc votre livre est fait en 2 temps. Hein. Dans un premier temps, vous dressez le tableau vraiment de l'état de la France et des personnes qui l'attaquent au quotidien. Et puis, dans un deuxième temps, vous proposez des mesures qui pourraient s'apparenter à un programme politique, toutes des mesures qui permettraient de remettre la France sur les rails et de relancer la communauté nationale française, en fait. Donc, je vais vous interroger sur ces 2 sujets. Cet entretien va se dérouler finalement sur la même structure que votre livre. Et alors, directement, j'ai envie de vous demander, parce qu'on va attaquer, là, on va rentrer dans le dur immédiatement. J'ai envie de vous dire, vous employez dans le livre à plusieurs instants un langage un petit peu guerrier. Vous parlez de guerre qui est faite contre la France. Et vous citez notamment les mondialistes. Ce que vous nommez les mondialistes, vous dites que ces gens ont pris des postes de pouvoir en France et influent donc négativement sur la politique menée par nos responsables. Mais selon vous, qui sont ces mondialistes? Est-ce que ces mondialistes sont des gens d'influence en coulisses qui donc dictent à nos responsables ce qu'ils doivent faire? Est-ce que ce sont nos responsables politiques eux-mêmes? Est-ce que ce sont au contraire des industriels qui n'ont rien à voir avec le champ politique? Qui sont ces mondialistes et qu'est-ce que le mondialisme finalement? Oui, alors pour répondre à votre question, qui est une très bonne question, je pense que ce qui caractérise les mondialistes, en fait, c'est plus une adhésion idéologique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui partagent, qui ont en commun cette idéologie, donc qui est l'idéologie de ce qu'ils appellent la société ouverte. Et donc, qu'est-ce que veulent ces gens? Ils veulent en fait la disparition des peuples, des nations. Ils veulent une culture unique, un modèle social unique, des institutions uniques. Donc en fait, ils veulent complètement araser tout ce qui a fait l'histoire des peuples, alors du peuple français, mais des peuples européens. Et moi, je considère, et je ne suis pas le seul, que c'est une nouvelle forme de totalitarisme qui est imposée en plus le plus souvent contre la volonté des peuples. On l'a vu par exemple quand il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. Donc on est dans cette logique de construction, l'idée de dépasser la nation pour avoir un pouvoir supranational. Et quand le peuple le rejette, bah, c'est pas grave, on vote quand même pour lui. Enfin, on lui impose, en fait, quand le peuple vote mal, on lui impose le choix et en fait, on passe outre et on continue. Donc, pour répondre à votre question, qui sont ces gens? En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les figures visibles, donc ça peut être des gens qui sont élus, en effet, qui sont des élus, et il y a aussi des forces qui sont peut-être plus souterraines. Je pense par exemple peut-être au plus connu d'entre eux, qui est par exemple le financier George Soros. Et il y a beaucoup de... Donc on voit par exemple, il finance à travers justement sa fondation qui s'appelle l'Open Society
énormément d'initiatives, que ce soit à travers des ONG, il soutient aussi bien des causes sociétales, il finance aussi dans certains aspects les revendications indigénistes ou progressistes. Et aussi, il y a eu une enquête, par exemple, qui est sortie il y a quelques temps, je crois que c'était en fin d'année dernière, sur son influence, par exemple, sur la Cour européenne des droits de l'homme, où il place des juges qui sont à sa solde, qui viennent souvent d'ailleurs de son réseau associatif, et c'est eux qui font la jurisprudence sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est un exemple très concret de ces forces, entre guillemets, qui, en coulisses, structurent notre vie politique, notre société, avec toujours cette idée de dissoudre les nations, les peuples et leur culture. Là, vous me citez une personne, alors que certes, quelqu'un qui est immensément riche, qui a un passé de trader à succès qu'on lui connaît, mais qui n'est qu'une seule personne sur l'échiquier politique mondial. Et vous me dites que cette personne-là a une influence si importante qu'elle est capable de décider par le jeu de différents réseaux peut-être, et notamment de l'Open Society, qu'elle est capable de décider de la politique menée nationalement en France. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt en revenir à l'échelle nationale et citer des gens comme, je ne sais pas, vous pensez peut-être à un homologue français de type Jacques Attali, Oui. ou anciennement Pierre Berger, des gens comme ça? Oui, bien sûr, mais il faut voir que ces gens-là, souvent, sont des gens, je dirais, assez ambitieux et que justement, pour eux, je dirais, la France, c'est un petit poisson. Ils sont allés à l'œuvre aussi également aux États-Unis. Ils agissent, on voit qu'ils ont créé des structures qui leur permettent d'agir vraiment à l'échelle européenne. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont des relais dans chaque nation, mais ils réfléchissent à une échelle, ils réfléchissent presque à l'échelle de l'Occident. Et par exemple, George Soros, dans les fin des années 90, avait quand même, à lui tout seul, fait cracher toutes les bourses asiatiques de l'Asie du Sud-Est. Il a fait sortir l'Angleterre, je crois, je cite de tête, du serpent monétaire européen. Donc, c'est des gens qui ont une puissance qui est considérable. Mais si on peut parler, en effet, par exemple, en France, de Jacques Attali, qui a conseillé, qui continue. On peut parler, par exemple, aussi de l'influence des Rothschild, parce que, par exemple, un exemple très concret, Emmanuel Macron, ancien employé de la banque Rothschild, Assa Traoré, donc de Black Lives Matter France, etc., employé de la fondation Rothschild, également de la partie caritative. Donc on voit on retrouve toujours quand même des gens qui sont derrière ces réseaux d'influence mondialistes. Alors je profite, vous venez de citer Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc notre président de la République, élu par le peuple français pour défendre ses intérêts et le représenter. Emmanuel Macron, si nous étions en guerre, pour reprendre le mot que vous citez à de multiples reprises dans votre livre, j'ose croire qu'Emmanuel Macron nous aurait prévenu que nous sommes en guerre. Si nous étions en guerre, François Hollande nous aurait prévenu que nous sommes en guerre. Nicolas Sarkozy de même, Jacques Chirac de même. Peut-être François Mitterrand l'a-t-il fait dans son dernier livre, vous savez, son dernier livre d'entretien avec Marc-Georges Benamou, donc le dernier Mitterrand, sur une citation que je connais pratiquement par cœur, puisque elle a égrené tout mon passé politique aux côtés de François Asselineau, qui aimait à la citer à chaque fin de conférence ou à chaque début de conférence presque. Citation qui était pour nos auditeurs: la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Donc ça, c'est François Mitterrand à Georges-Marc Benamou. Finalement, les Américains, dans la bouche de Mitterrand, c'est les mondialistes. Oui, alors il faudrait faire une émission sur le sujet, parce qu'on a vu que, par exemple, aux États-Unis, il y a ce conflit depuis qu'il y a l'administration Trump, où il y a des patriotes américains qui ont cherché à combattre les mondialistes et l'appareil des mondialistes aux États-Unis. Donc, au sein de chaque société occidentale, je pense qu'il y a ce tiraillement entre des forces patriotes qui essaient justement de recentrer sur la nation et les forces mondialistes qui sont implantées, je dirais, retranchées, et qui empêchent justement la situation d'évoluer. Mais pour revenir, parce que ça me semble beaucoup plus intéressant sur l'idée de guerre que vous venez de dire, c'est qu'il faut vraiment que nos auditeurs comprennent que la guerre aujourd'hui, elle n'est plus menée par des moyens militaires. C'est-à-dire que quand on parle aux gens de guerre, ils s'imaginent des soldats qui défilent dans la rue, des bombardements, des chars. Enfin, ils ont l'image des Allemands qui défilent sur les Champs-Élysées. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la guerre, elle est menée essentiellement par des moyens non militaires.
Et ça, par exemple, ça a été théorisé par des stratèges chinois qui ont écrit un livre dans les fins des années 90 qui s'appelle La guerre hors limite, où ils ont théorisé ce nouveau type de guerre. C'est-à-dire que la guerre, aujourd'hui, elle est menée par l'économie, elle est menée par l'idéologie, elle est menée par la culture, elle est menée par les médias. Et le but, c'est de détruire votre adversaire de l'intérieur, d'une part, et d'autre part, de le priver de ses marges de manœuvre. Donc, j'ai donné un exemple, par exemple, très concret sur deux plans différents. Par exemple, aux États-Unis, ça a été la cause des Noirs a été instrumentalisée pour affaiblir les États-Unis de l'intérieur. Par exemple, dans les années 70, ça a été utilisé par les Soviétiques. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que cet été, Poutine a ironisé en disant, quand il y a eu les émeutes Black Lives Matter, il disait que lui, en tant qu'ancien officier du KGB, il connaissait très très bien ces mouvements parce que ça fait depuis les années 70 que les services russes sont en contact avec eux. Et ça a été utilisé à l'époque pour affaiblir la société américaine. Et aujourd'hui, c'est réutilisé par les démocrates pour, pareil, nuire à Trump, etc. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, ça, c'est sur le plan social. Et si je veux parler, par exemple, sur le plan plus économique, il y a, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe avec l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on ferme le nucléaire, on ferme des sources d'énergie, notamment en France, le nucléaire était la grande filière française qui nous appartenait, qui était notre technologie, et on va passer sur du renouvelable. Avec le problème du renouvelable, c'est que, bien sûr, déjà, c'est intermittent, donc il y a une sécurité d'approvisionnement. On l'a vu, par exemple, au Texas, où il y a eu ce coup de froid et tout s'est arrêté, c'était une catastrophe. Mais il faut savoir que l'essentiel, par exemple, des panneaux photovoltaïques sont produits en Chine, avec des terres rares, ça vaut aussi pour les éoliennes, terres rares qui sont trouvées en Chine. Donc, qu'est-ce que fait, par exemple, la Chine? Elle encourage les pays développés à investir dans le nucléaire. Elle a une stratégie qui est très habile parce que c'est par les médias qui sont prescripteurs. Elle achète des universitaires ou des intellectuels qui vont défendre les énergies renouvelables. Et en faisant ça, elle attire les pays occidentaux vers du renouvelable qui est produit essentiellement en Chine. Et du coup, elle place tout le réseau énergétique des pays occidentaux sous la dépendance potentielle et petit à petit, en fait, de la production chinoise. Oui, c'est le même raisonnement pour la voiture électrique. On dit à tous les pays occidentaux qui ont une industrie de voitures qui a maintenant plus d'un siècle et sur des moteurs à essence, on leur dit qu'il faut passer tout azimut à l'électrique. Et finalement, la Chine, qui n'a jamais eu vraiment d'industrie automobile, se lance directement à l'électrique, elle, et n'en a que faire de tout, des normes déjà, et puis accueille ensuite, par ce discours, les entreprises européennes chez elles, donc forçant ainsi l'Europe à casser son industrie automobile et elle se positionne pour prendre le relais avec l'industrie électrique. Ça, c'est aussi peut-être un exemple de ce que vous appelez la guerre hors limite. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, mais elle se joue. Je vais prendre aussi un autre exemple, c'est là qui est dans l'actualité, parce que vous avez sans doute vu récemment, il y a cette idée maintenant que même les mathématiques sont racistes, parce que l'idée d'une vérité objective, en fait, est négative pour les gens qui n'ont pas cette culture occidentale, etc. Et en fait, ça, et j'en parle dans le livre, on a aussi détruit les systèmes occidentaux éducatifs pour vraiment que les gens ne soient même plus capables de penser et de cherchent à faire progresser leur peuple, à les doter de compétences, etc., des incapables qui détruisent le système éducatif, mais ça vaut aussi pour les entreprises. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé récemment avec Boeing, il y a des problèmes de ce type, c'est-à-dire qu'on met volontairement à des postes des gens qui sont incapables, et ce sont vos adversaires qui nomment ces gens-là, pour qu'ils sabotent de l'intérieur, soit par exemple l'éducation nationale, soit une grande entreprise clé, etc., comme vous l'avez très justement dit, pour qu'eux récupèrent les parts de marché. Donc c'est pour ça que je dirais il faut sortir du cadre militaire pour comprendre qu'on est dans une guerre multifactorielle sur le plan idéologique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan idéologique, et que tout est fait. En fait, le principe directeur qu'il faut que nos auditeurs retiennent, c'est que c'est détruire l'ennemi de l'intérieur sans même avoir besoin de le combattre. C'est-à-dire qu'il s'effondre de lui-même, et en fait, vous avez juste à bouffer une fois que vous avez fait le travail de ça. En gros, l'idée, c'est ça, c'est un travail de ça. Mais si les services de renseignement soviétiques ou chinois à l'époque, soviétiques à l'époque et peut-être maintenant chinois, ont la possibilité d'influencer ces mouvements-là de l'intérieur, que font les services de renseignement français, anglais, américains
face à ce phénomène. Ils sont bien au courant. Si nous, on est capable d'en discuter tous les deux ce soir sur Zoom, les services de renseignement sont nécessairement bien au courant de la situation. N'ont-ils pas entrepris une réaction pour casser l'influence extérieure sur les sociétés occidentales? Alors, c'est là encore, c'est une excellente question. Je prends l'exemple des États-Unis parce que ça s'est manifesté de manière exacerbée avec la présidence de Trump, c'est qu'il y a aussi un conflit au sein des services de renseignement eux-mêmes. Par exemple, il faut savoir qu'aux États-Unis, le FBI et majeure partie de la CIA sont sous l'influence en grande partie des mondialistes. Et par exemple, le FBI a refusé d'enquêter. Il y a un grand nombre je dirais, de cas qui ont été portés à son attention. Il n'y a pas eu d'enquête, mais par contre, quand il s'agissait par exemple d'enquêter sur la soi-disant collusion russe de Trump, qui a été d'ailleurs complètement discréditée, là, les services se mobilisaient. Donc par exemple, aux États-Unis, il y a une faction, là encore, des services qui est patriote, qui essaye de se défendre, et une autre qui est en fait, c'est l'ennemi de l'intérieur. Et en France, on le voit assez souvent, les services font leur travail, alertent les décideurs politiques, mais les décideurs politiques ne donnent pas forcément suite. Et je vais prendre comme exemple le fameux labo P4 de Wuhan, qui a été au cœur de l'actualité au cours de l'année passée. La DGSE s'était opposée, et après c'est sorti publiquement, à ce que la France collabore avec la Chine à la construction de ce laboratoire de recherche sur les virus de haut niveau. Et c'était opposé, mais les décideurs politiques ont passé outre. Donc je pense qu'il y a un vrai problème, c'est les services de renseignement sont en partie, dans certains cas, probablement noyautés de l'intérieur, et il y a le fait que c'est délicat pour un service de renseignement d'aller contre le politique, parce que ça veut dire que là, vous faites en fait un coup d'État. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé en Russie avec Poutine, parce que Poutine, c'était ça, c'était des hommes du FSB, enfin des services de renseignement, qui ont refusé le délabrement de la Russie à l'époque de Helsinki et son dépeçage, et qui en fait ont chassé Helsinki du pouvoir et ont mis Poutine à la place, qui était un des leurs, et qui lui a voulu défendre la Russie. Donc je pense qu'il y a vraiment ce conflit qui tiraille, en fait, c'est un conflit vraiment horizontal au sein même de certaines institutions. Ok, et alors à ce moment-là, quel est, pour les mondialistes, l'intérêt de déstructurer les sociétés occidentales auxquelles ils appartiennent eux-mêmes finalement? Oui, alors ça, c'est une question qu'on pose souvent. Moi, je pense que le travail que j'ai mené là-dessus, je pense qu'il y a une raison qui est tout à fait prosaïque, c'est purement l'appât du gain. Il y a des gens qui sont prêts à trahir leur pays pour de l'argent, qui se font acheter, à qui on garantit une place au soleil, une sécurité, un confort et une aisance pour eux et pour leur famille, et qui sont prêts à trahir leur pays pour cette raison. Et on le voit par exemple dans le cas je pense que ça sera amené à sortir, mais par exemple autour de Joe Biden, on sait qu'il y a des affaires de corruption notamment qui passent par son fils Hunter Biden. Il y a cette histoire, il faudrait faire tout un épisode là-dessus parce que c'est pas très connu en France. Oui, enfin, on tient à ce que la chaîne YouTube reste en ligne. Voilà, oui. Donc, tout à fait. Donc, il y avait cette histoire d'ordinateur portable où il y avait beaucoup d'éléments qui tendraient, je parle au conditionnel, à prouver la corruption du clan Biden. Et ça, c'est purement des histoires d'argent. C'est vraiment des histoires de corruption et d'intérêts financiers. D'accord. Alors, autre point dans votre livre qui m'a marqué, outre l'utilisation du langage guerrier, il y a également le caractère d'urgence de votre constat et de la mise en place des solutions que vous proposez. Alors moi, je suis toujours dubitatif quant aux gens qui me disent « La France est sur le point de s'effondrer pour de bon. Si nous n'agissons pas immédiatement, elle ne se relèvera pas. » Et j'aime à citer la phrase de Pierre Boutan, que j'ai déjà citée sur cette chaîne. « Tous ceux qui ont annoncé la mort de la France ont un point commun, elle les a tous enterrés. » Finalement, ça fait des siècles qu'on nous dit que la France, ça y est entrée en décadence, que nous sommes au bout du cycle et que nous allons nous écrouler. Alors maintenant, ça a été la France dans le discours. Ensuite, là, il y en a d'autres qui utilisent la même
le même langage, mais pour parler de l'Europe cette fois, en nous disant oui, bah, c'est de nouveau la chute de l'Empire romain, et finalement l'Europe tarde à s'écrouler aussi. On a la sensation que qu'elle ne s'écroulera jamais, elle dure, et chaque crise annoncée, ça va être la dissolution de l'Union européenne, les populations européennes vont réagir, et puis finalement il ne se passe jamais rien. Qu'est-ce qui vous fait dire que là maintenant, en 2021, on est très proche du point de non-retour? Alors, c'est une bonne question, une bonne remarque. Il y a deux points. Le premier point, c'est la réalité du remplacement démographique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. On a eu, par exemple, on a eu la France, la guerre de 100 ans, on a eu même l'invasion par l'Allemagne, etc. On n'était pas dans une logique de deux peuples, de deux civilisations sur le même territoire. Et ça vaut pour la France, mais c'est aussi le cas en Allemagne, c'est aussi le cas en Suède, par exemple. Il faut quand même savoir que la Suède a quasiment perdu le contrôle de la troisième ville du pays, qui est Malmö, où il y a, les policiers sont barricadés dans leur commissariat, etc. Il n'y a guère que l'Europe de l'Est, donc en fait tout l'ancien bloc communiste, qui est épargné par ce phénomène. Donc il y a Oui, alors, ce remplacement démographique. Stanislas, je vous coupe juste la parole. Malmö a également donc une surpopulation d'Ardéchois, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, exactement. Oui, oui, il y a le grand danger de ces Ardéchois qui se sont constitués en ghetto et qui posent des problèmes et qui sont arrivés d'ailleurs dans les années 90, puisqu'il y a eu un exode des Ardéchois massif, bien connu, qui est venu s'installer en Suède, pays qui était à l'époque le plus généreux dans ses conditions, son octroi de l'asile. Donc il y a énormément de populations qui sont Mais c'est peut-être pour cette raison que les Ardéchois ne vont pas en Europe de l'Est, plus que parce qu'il y a une décadence française ou concernant l'Europe de l'Ouest. Peut-être parce que les oui, oui, non, conditions mais bien d'accueil sûr, ne non, mais s'y prêtent pas. Oui, oui, mais bien sûr, c'est ça. Je pense que ça fait le lien avec votre première question. Je pense que ces peuples, notamment les peuples d'Europe de l'Est, ont connu le joug communiste. Ils savent ce que c'est de vivre sous une dictature réelle. Et eux ont été, si je puis dire, vaccinés contre les excès, notamment du mondialisme. Mais donc, pour revenir à votre question initiale, il y a vraiment ce premier point qui est le point du remplacement démographique. Je dirais, il y a deux choses, c'est la démographie, c'est le destin. Et le deuxième point, c'est rien n'est plus terrible et plus difficile à comprendre pour l'esprit humain que la puissance de la fonction exponentielle. C'est-à-dire que là, on est, et je l'ai dit notamment dans L'Homme et la Cité, ça simule parfaitement. On voit comment la population autochtone française et même européenne, dans de nombreux pays qui ont fait cette politique d'accueil massif de populations étrangères, va être mis en minorité. Il y a certaines villes, par exemple en France, on a le département de la Seine-Saint-Denis qui est totalement hors de contrôle de ce point de vue-là. Il y a des villes en Angleterre, il y a des villes en Allemagne. Enfin, donc ça, c'est le premier point, c'est la question démographique. Mais ça, je dirais, elle est assez évidente parce qu'elle est traitée, je dirais, largement par le camp patriote. C'est vraiment un sujet, le grand remplacement, Renaud Camus. Enfin, ces thèmes-là sont assez. Non, vous semblez dubitatif. Je m'inquiète du nombre de mots-clés que vous citez, c'est tout. Ah oui, Tant que va durer cette vidéo. Mais voilà, poursuivez. Mais ensuite, le deuxième point qui est embêtant, c'est là, je vais renvoyer à une grille de lecture qui essaie de dire le Dimitri Orlov, qui est en fait qui a eu une expérience de terrain sur l'effondrement de l'Union soviétique, puisqu'il est lui-même russe. Et donc, il a tiré de je dirais, de cette expérience en fait une grille de lecture de l'effondrement qui passe par plusieurs stades. Donc, il y a d'abord le stade financier, ensuite le stade économique, le stade politique, le stade culturel et enfin le stade social. C'est-à-dire le dernier stade de l'effondrement social, c'est quand les gens ne se font même plus confiance, je dirais, en tant que membres d'une même société. C'est vraiment le retour à l'état, je dirais, il n'y a plus de civilisation en fait. Et lui disait que pourquoi la Russie a tenu
pourquoi elle a réussi justement à faire un peu un retour ces 10 dernières années après cet effondrement de l'Union soviétique, enfin ces 20 dernières années, c'est parce que l'effondrement s'est limité aux 3 premiers stades. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement financier, il y a eu un effondrement économique et il y a eu un effondrement politique. Mais il n'y a pas eu d'effondrement culturel et social. Parce que le peuple russe a gardé son identité culturelle très très forte et a gardé cette conscience de lui-même en tant que peuple, conscience de sa destinée, conscience de son identité. Et ce que dit Orlov, c'est que lui, il observe maintenant les sociétés occidentales et il dit, en fait, vous, ce qui est grave, c'est que vous êtes en train de perdre ce fond culturel et social qui doit être la base. C'est-à-dire que vous ne faites plus société, vous n'avez même plus les outils pour parler ensemble. Et c'est là où on voit, je parlais tout à l'heure du travail de sape des mondialistes, parce que ces mondialistes, justement, s'attaquent à ça, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent au fondement même de notre société. C'est-à-dire qu'ils vont dresser l'homme contre la femme, ils vont mettre des barrières. Depuis qu'on parle de ce racisme systémique, on n'a jamais parlé de race. Je pense que vous et moi, on a un peu de quelques années d'écart, mais moi, quand j'ai grandi, on ne parlait jamais de cette question de racisme, on ne parlait pas tout le temps de la couleur de peau, on n'avait pas toute cette injonction à la diversité, mais les gens qui étaient vraiment divers, les gens qui avaient une autre couleur de peau, etc., ce n'était pas un sujet. Et c'est depuis, et donc on a cette volonté de détruire la société, d'empêcher les gens de faire société. Et même quand on met ce primat de l'émotion, maintenant il n'y a plus les faits, il y a l'émotion, il y a le ressenti. Parce qu'on est blanc, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, à l'inverse, parce qu'on est noir, il y a des choses qu'on peut comprendre, etc. Donc en fait, on empêche les gens de faire société. Et en plus, en culpabilisant les Occidentaux, en leur disant que leur héritage, c'est l'héritage du colonialisme, l'héritage de l'esclavagisme, enfin tout ce qui est négatif, on les empêche de se réapproprier leur histoire, de se réapproprier leur passé. Donc tout ça, c'est la destruction sociale et culturelle, et donc je dirais le socle qui empêche cet effondrement. Et moi, je crains qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. On est dans les derniers moments où on n'est même plus capable quasiment de faire société, on n'a plus que des tribus, et il n'y a plus de grands récits collectifs, et il y avait notamment le christianisme en Occident qui jouait ce rôle de liant social, qui liait les gens entre eux. On était peut-être tous différents, mais on était chrétiens. Et même, je dirais même pour ceux qui n'étaient pas chrétiens au XXe siècle, il y avait les grandes idéologies, par exemple comme le communisme, qui reliait par exemple la classe ouvrière, il y avait une solidarité de classe, etc. Mais même ça n'existe plus. Donc tout ce qui liait les êtres humains entre eux a été sapé, a été, je dirais, détruit. Et c'est pour ça que je pense qu'en effet, la situation est très, très grave. Justement, vous parlez du christianisme à l'instant, c'était la suite. Pour moi, je comptais l'aborder avec vous. Donc vous proposez, face à la situation, de revenir au fondement de l'identité française, ce qui finalement fait sens avec ce que vous venez de dire, de retrouver la culture française et de retrouver le lien social, et notamment grâce au christianisme et un retour à la chrétienté. Bon, est-ce que vous ne pensez pas que dans un monde aussi religieux que le nôtre, appeler un retour à la chrétienté, c'est une idée un peu passée et un peu exagérée, disons. Pensez-vous vraiment qu'il puisse y avoir un retour de la chrétienté de la part pas forcément de la part des boomers, pas forcément de la part de la génération qui a suivi cette génération-là, mais peut-être au moins de la part de ma génération, donc sur des gens qui ont entre 20 et 40 ans, vous pensez vraiment qu'on va pouvoir retrouver une verticalité, se réintéresser à la question religieuse ? Et surtout la vivre au point de la réintégrer à notre identité ? Oui. Oui, alors je pense que c'est un. Ah, vous m'entendez Oui, c'est bon, ça a coupé encore une fois, mais ça y est, je vous ai récupéré. Allez-y. Donc oui, je disais que c'est en effet je dirais c'est une nécessité en fait. Parce que vous avez dit, on est dans des sociétés, vous avez fait un lapsus intéressant d'ailleurs, vous avez dit dans des sociétés aussi religieuses que la nôtre, je pense que vous vouliez dire aussi peu religieuses. C'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est vous qui avez votre lapsus, c'était juste parce qu'on est dans des sociétés religieuses. Et je pense que la grande illusion de la modernité, c'est d'avoir évacué le fait religieux. Parce qu'en fait, on le sait aujourd'hui, notamment, il y a eu beaucoup d'études, parce que je dirais
l'athéisme aujourd'hui généralisé, c'est une anomalie dans l'histoire. Donc on a eu un peu de recul, là on a 70 ans de recul, et on sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. L'être humain est un être de croyance et a besoin de croyances religieuses, mais en tout cas on peut appeler ça, si ce n'est pas religieux, c'est de la croyance. Et en fait, notamment les progressistes, les modernes, pensent qu'ils ont évacué la question religieuse de la société, mais non, elle a juste pris une nouvelle forme. C'est-à-dire que, par exemple, la Révolution française à partir en France, a cherché à détruire le christianisme. Mais en fait, elle l'a remplacé par la religion du progrès, de l'égalité, des droits de l'homme, la religion républicaine. Aujourd'hui, on n'a peut-être plus cette religion républicaine qui est en force, comme elle a pu l'être au 19e ou peut-être au début du 20e. Mais par exemple, on a ce que notre camarade Sylvain Durin de Nancy appelle la religion gaillatique, c'est-à-dire cette religion écologique de la terre-mère, il faut protéger la nature. Ça aussi, c'est une forme du retour du religieux. Greta Thunberg, c'est une grande prêtresse, en fait, de la religion gaillatique. On pourrait même dire que même les gens qui ne sont pas dans cet aspect-là, par exemple, les gens qui croient en la croissance, qui croient je dirais, au progrès scientifique, technologique, c'est aussi une nouvelle forme de religion. C'est des dogmes, en fait. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément démontrées, démontrables, auxquelles on croit. C'est le socle de la croyance. Et c'est tout ça, c'est des formes du religieux. Donc, je pense que la religion est présente de toute manière. Et je pense que retrouver l'identité chrétienne de la France est une nécessité absolue. Parce que je pense qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. Et je tiens à faire aussi une différence parce qu'on a ce rapport en Occident à la religion qui est un rapport très différent, par exemple des sociétés asiatiques qui, eux, considèrent que la religion, c'est avant tout, justement, dans son aspect religéré, c'est-à-dire lié, c'est ce qui permet le lien social. Et en fait, vous n'êtes même pas obligé d'être spécialement croyant, c'est juste vous faites le rite parce que c'est ce qui se fait dans la société où vous êtes. Et d'ailleurs, c'était le cas, je dirais, c'est la religion de nos grands-parents, ce n'étaient pas des grands théologiens, je pense qu'ils ne comprenaient pas toutes les subtilités de la foi chrétienne ou de la théologie chrétienne, mais voilà, c'était comme ça, on était une société chrétienne, infusée de valeurs chrétiennes, et tout le monde comprenait ce langage, c'est un langage qui était partagé par tous, ça rythmait la vie de la collectivité, les grandes fêtes, les grands moments de l'existence, le baptême, la communion, le mariage à l'église, etc., l'enterrement religieux, tout ça venait rythmer la vie. Et tout le monde comprenait les symboles, on comprenait les grandes histoires de la Bible. Si vous parliez à quelqu'un du jugement de Salomon, du Jésus au mont des Oliviers, la tentation dans le désert, ça parlait à tout le monde, les gens comprenaient à quoi vous faisiez référence. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est perdu, et je pense qu'on doit le retrouver, parce que déjà, c'est je dirais la doctrine chrétienne est riche. Moi, je dis aux gens, relisez la Bible avec un œil neuf, parce qu'on a des souvenirs de catéchisme, on a en plus cette vision, je dirais, qui est entretenue, qui est négative, qui est entretenue par l'Église catholique elle-même dans certains cas. C'est retrouver la Bible. Il y a énormément de choses. C'est un principe de vie vivant qui est très important à retrouver. Au-delà de tout ce qu'on a pu vous en dire, ça c'est la première chose, c'est parce que c'est déjà quelque chose de sain. Vous pouvez construire une existence d'homme sur la Bible. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on en a besoin parce que la nature a horreur du vide. Et je le dis, c'est une phrase de mon livre, c'est que si vous n'avez pas la France chrétienne, vous aurez la République islamiste. Ça, il faut en avoir conscience. C'est que je dirais, il y a pas d'alternative. C'est soit on revient à la religion de nos pères, qui est la religion chrétienne, cette religion chrétienne qui a fait la France, parce que la France, elle a été faite par les rois et par la religion chrétienne, notamment catholique, ou soit sinon, le vide sera remplacé, et ça sera cette religiosité qui est extrêmement dynamique et qui, elle, ne doute pas d'elle-même, qui crée communauté, qui crée du sens, qui est l'islam et qui est en train de s'implanter. Donc je dis toujours, le meilleur moyen pour finir de lutter contre l'islam, c'est que les Français retrouvent leur foi chrétienne. Oui, mais justement, en fait, vous opposez à un phénomène qui est la montée de l'islamisme, une action individuelle. Parce que si par exemple, alors moi je ne suis pas chrétien, je suis issu d'une culture chrétienne, bien entendu, mais je ne suis pas chrétien dans ma foi. Si je souhaite devenir chrétien, c'est moi qui souhaite devenir chrétien, c'est une entreprise individuelle de transformation de ma foi et d'apprentissage de la chrétienté. Et c'est comme ça que je vais vivre la chrétienté. Est-ce que le retour du christianisme peut dépendre d'une action politique, d'une volonté politique? J'en suis pas certain. Et par ailleurs, vous dites que la montée de l'islam est en quelque sorte une montée inexorable et qu'on a en face à nous une religion qui fait bloc, une communauté qui fait bloc,
et qui va nécessairement prendre le dessus si on ne retourne pas à la chrétienté. Mais en fin de compte, on peut également relire ça à travers la grille individuelle. Les sociétés africaines et les sociétés maghrébines sont aujourd'hui également touchées par la montée de l'individualisme et par la baisse des pratiques religieuses dans ces sociétés. Une étude très intéressante il y a 3 semaines, où je crois que c'était Gilles Kepel sur France Inter, je ne sais plus, disait que la pratique de l'islam au Maghreb, dans la jeune génération, entre 15 et 25 ans, disons, était en sérieux recul. Est-ce que la question ne va pas se régler d'elle-même finalement? On attend encore 3 générations et la pratique réelle de l'islamisme va finalement s'arrêter par le gré du renouvellement des générations. Est-ce que ce n'est pas un pari qu'on pourrait faire, ça? Ah non, non, moi je pense que c'est Ça pas serait le du pari de tout la République et des personnes qui nous guident Oui, aujourd'hui. oui, c'est le pari de la République, oui, en effet, mais je pense que c'est une grave erreur. Alors, je ne pourrais pas parler exactement de ce qui se passe au Maghreb, parce que moi, mon sujet, c'est la France. On voit là, c'est vraiment d'actualité. Il y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui, qui a été reprise notamment dans Le Point, sur la laïcité. En fait, cette étude dit que les jeunes générations rejettent la laïcité. Alors, en plus, ce que ne dit pas l'étude, c'est que l'étude dit, en fait, la jeune génération rejette la laïcité, mais quand vous allez lire dans le détail avec beaucoup de précision ce qui est dit dans cette étude, en fait, vous vous rendez compte que les jeunes athées ou de culture catholique sont plutôt, je dirais, favorables à la laïcité, mais ceux qui la rejettent, c'est les jeunes de confession musulmane qui, eux, à plus de 80%, la rejettent. Et ça fait écho d'ailleurs à d'autres études, je crois qu'il y en a, je cite de tête, de l'Institut Montaigne, qui montraient qu'au contraire, les jeunes générations en France sont de plus en plus religieuses et entre guillemets radicalisées par rapport à leurs parents qui avaient une pratique plus laxiste. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est l'apport vraiment crucial de Taleb, c'est que derrière la religion, il y a toujours un peuple. En fait, la religion, c'est le vecteur d'un peuple, de l'identité d'un peuple. C'est juste en fait un espèce de résumé de ce qu'est un peuple. Le peuple français est chrétien et le christianisme a été en grande partie, je dirais, c'est le peuple français qui a fait le christianisme chrétien. De la même manière que c'était, je ne sais plus comment s'appelle cet auteur, son nom m'échappe, disait que le communisme a été façonné par la Russie et qu'en fait un communisme français ou un communisme allemand n'aurait pas été du tout la même chose qu'un communisme russe. Et le christianisme, c'est la même chose. La France s'est approprié le christianisme parce que je pense le christianisme correspond à l'anthropologie profonde du peuple français, il y a une connexion, et je pense que de la même manière, l'islam correspond à l'anthropologie, à quelque chose de profond chez les peuples, je dirais, des civilisations du Moyen-Orient ou d'une partie de l'Afrique. Et en fait, c'est toujours ça, c'est la logique du peuple. Et je pense que la logique de la masse fait que si on ne défend pas la France chrétienne, même sans être croyant, juste avoir conscience de cet héritage chrétien, de cette culture chrétienne, on va avoir en effet cette république islamiste. Ça, j'en suis convaincu. Bon, la culture chrétienne, elle dure, néanmoins. Si on reprend la grille de lecture de Christophe Guilluy, la culture chrétienne, elle dure dans la France périphérique. La France des Gilets jaunes avait cette culture chrétienne. Et alors, ne la revendiquait pas sur la scène publique, mais dans ses usages quotidiens, était de culture chrétienne. Vous allez dans n'importe quel petit village de Lorraine à l'occasion de Pâques, tout le monde fait Pâques. Il n'y a pas de sujet. Tout le monde fait Pâques. En réalité, ce qu'il faut, c'est retrouver la chrétienté auprès d'une population urbaine, mais la population urbaine n'est déjà plus française dans son anthropologie. Je ne sais pas si... Vous voyez, je vous apporte un petit peu la contradiction parce que sur ce point-là, je ne suis pas tout à fait sur votre ligne. J'ai du mal à croire que la chrétienté puisse de nouveau intéresser une population ultra-urbaine. Alors, mes amis chrétiens, et on en a en commun, vous et moi, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de tenir ce discours-là, mais bon, voilà, j'émets un petit doute sur le sujet. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Ah bah, moi, ce que je pense, c'est que on parlera des villes et des populations urbaines un peu plus tard dans notre entretien, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà on parlait, vous disiez, c'est pas un niveau politique. Moi, je pense que si, c'est un niveau politique. C'est-à-dire qu'il faut que la France se réapproprie politiquement son héritage chrétien. Moi, j'en parle dans le livre. Il faut que la France mette dans sa constitution, la France est un pays de culture, de pensée et d'héritage chrétien. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut reconnaître, comme l'ont fait des pays comme la Pologne, comme l'a fait la Russie récemment, que la France est marquée par le christianisme. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il faut que la France reconnaisse que du fait de cet héritage chrétien,
le christianisme n'est pas, comme le fait croire la laïcité républicaine, une religion parmi d'autres. Le christianisme est la première des religions en France, et à ce titre, elle a un statut spécial. Elle a un statut qui est favorisé. Et ça, c'est ça. Alors ça peut être un point de discussion, notamment avec les républicains laïcs, parce qu'eux refusent ça. Et je pense que de toute façon, la laïcité est un système qui a été… Il faut quand même revenir aussi sur ça, c'est que la laïcité, c'est quelque chose qui a été présenté et vendu, et qui est vendu aujourd'hui à l'opinion publique comme pour mettre toutes les religions à égalité, permettre la concorde, etc. Mais quand on revient dans le contexte de l'époque, c'est une arme qui a été utilisée pour achever le christianisme en France et réduire son influence. Il y a vraiment une volonté de la France républicaine, des institutions républicaines, de saper le christianisme et de s'attaquer au christianisme. Je veux dire, et il y a une vraie lutte, et je pense qu'il faut que la France, qui est chrétienne, qui est la France en fait en réalité, je dirais, arrête d'être dans cette posture défensive, revienne à l'offensive et dise la France est chrétienne, la France est un pays chrétien, la France n'est pas un pays laïque, la France est un pays chrétien. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de croire, ça ne veut pas dire que le christianisme est une religion d'État, ça veut dire qu'on a le droit d'être un libre penseur, on a le droit d'être sceptique, mais le substrat social est chrétien et l'État reconnaît la nature chrétienne de la France. Alors je suis d'accord avec vous, c'est une rupture avec 200 ans d'histoire politique, hein. Ça on est entièrement d'accord. Vous insistez également sur la contraction énergétique. Ça, c'est vraiment un point qui vous plaît particulièrement aussi, sur lequel vous aimez à revenir sur votre blog, dans votre deuxième livre, L'Homme et la Cité, et puis là, donc à l'occasion de ce troisième livre. Donc, on le rappelle, hein, La France relevée. Avant de poursuivre, pardonnez-moi, La France retrouvée. D'ailleurs, avant de poursuivre ma question, on peut l'acheter sur votre site internet, ce livre Oui, alors on peut le trouver. Il est en vente on peut le trouver sur Amazon. Alors, je sais que les gens qui nous écoutent n'aiment pas Amazon, à juste titre, mais il y a aussi une nécessité, je le dis, que ça ne vous arrête pas parce que c'est très utile pour les dissidents qui veulent publier leurs livres. Renaud Camus propose aussi ses livres sur Amazon. Et pour ceux qui ne veulent vraiment pas acheter pour Amazon, on a des libraires partenaires, dont les deux cités à Nancy que je salue ici, aussi la Nouvelle Librairie à Paris. Donc, vous pouvez vous procurer cet ouvrage dans ces points de vente si vous ne voulez pas commander directement par Amazon. Et rappelons que vous serez certainement en dédicace. Je dis certainement parce qu'on va publier cet entretien pour moi le 4 mars, que nous allons avoir de nouvelles mesures annoncées le 4 mars au soir, donc on verra bien, mais à 99% sûr, vous êtes en dédicace le 6 mars à la librairie des Deux Cités, donc entre 14h et 18h. Donc pour les Lorrains, il faut venir à la librairie des Deux Cités, acheter le livre de Stanislas et avoir une petite dédicace par la même occasion et échanger quelques mots avec vous. Oui, exactement. Je suis toujours très heureux parce que c'est, au-delà de l'aspect promotionnel, c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens. Et je pense que c'est très important dans le contexte actuel, justement, qu'on se rencontre hors réseau, hors virtuel. Il faut qu'on se rencontre dans des lieux et les Deux Cités permettent ce genre de rencontres et ce genre d'échanges. Alors justement, donc plutôt que vous faire livrer, allez à la librairie des Deux Cités et achetez de vous-même le livre pour lutter contre la contraction énergétique. Et je rattrape ma question comme ça. Donc vous en parlez dans plusieurs de vos articles, dans 2 de vos livres. Selon vous, la contraction énergétique va provoquer un exode soit subi, soit volontaire des Français des grandes villes vers des petites villes de province, voire même la campagne. Ouais. Est-ce que c'est un… Alors déjà, je vais vous poser une question en 2 temps. Dans un premier temps, il faudra que vous définissiez en l'espace de 2 minutes, s'il vous plaît, ce que vous appelez la contraction énergétique. Et ensuite, pensez-vous que le départ des Français des centres-villes sera quelque chose de subi, ou alors souhaitez-vous que ça arrive plutôt? Est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Alors, oui, je vais répondre donc à votre question. La première partie, alors qu'est-ce que c'est que la contraction énergétique? Alors, il faut résumer, c'est très simple, c'est l'économie, c'est de l'énergie, et toute la croissance économique qu'on connaît depuis 2 siècles, en gros depuis la révolution industrielle, c'est massivement l'exploitation des énergies fossiles et des ressources naturelles, les énergies fossiles qui ont des caractéristiques physiques qui permettent leur exploitation et leur utilisation. Elles sont denses en énergie, elles sont pilotables, elles sont facilement transportables, elles répondent à toute une gamme de besoins, etc. Et le problème, c'est que ces sources-là sont en train de s'épuiser.
Alors, il y a pendant des années, il y a eu le débat du pic pétrole. Est-ce qu'on est arrivé au pic pétrole? Alors ça, c'est une partie du problème. On sait qu'on a passé le pic de tout pétrole en 2019. Tous les grands pétroliers l'ont annoncé ces dernières années. Là, j'ai vu au début du mois de février, c'était, je crois, Shell qui vient de dire on a passé notre pic d'approvisionnement. Mais il y a d'autres questions qui sont liées à ça. Il y a le taux de rendement énergétique, c'est des sujets assez techniques. Il y a le taux de rendement énergétique. Il faut que l'exploitation soit assez rentable financièrement. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes de rentabilité pour les producteurs pétroliers ou les pétroles non conventionnels. Donc, c'est un sujet qui est vraiment technique. Mais ce que nos auditeurs doivent retenir, c'est qu'il y a tout le paradigme de notre croissance est remis en cause par cette réalité énergétique qui est vraiment physique. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté politique, c'est juste qu'il y a des lois physiques, notamment les lois de la thermodynamique, qui s'appliquent et vous ne pouvez rien y faire. Tout ce que vous pouvez y faire, c'est vous y adapter. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ce qu'il faut dire aux gens et que nos auditeurs doivent comprendre, c'est que la croissance est mécaniquement appelée à diminuer par la diminution des stocks énergétiques. C'est aussi simple que ça. Et il n'y aura pas de croissance verte, il n'y aura pas d'économie, de sources d'énergie magiques qui vont nous sauver. Même si on trouvait, je dirais, une solution, par exemple, sur l'électricité, il y a des choses qui peuvent exister. Ça poserait d'autres problèmes sur les sols parce qu'on a besoin, on utilise énormément des dérivés du pétrole pour nos engrais, pour avoir des rendements agricoles qui sont complètement hors normes et qui ne peuvent pas être soutenables. On a le problème de la pollution de l'eau, de la pollution des sols. Enfin, on a énormément de problèmes liés aux limites physiques du système Terre. Donc ça, c'est vraiment résumé très rapidement cette question-là. Alors pour ensuite arriver à la deuxième partie de votre question qui est celle des villes, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, la première chose, c'est que les villes n'ont quasiment plus de raison d'exister aujourd'hui, les grandes métropoles. C'est-à-dire que la ville est un système complexe qui dissipe énormément d'énergie, qui a besoin d'énormément d'énergie, ne serait-ce que pour se maintenir. Toutes les activités aujourd'hui qui sont concentrées dans les villes, ce pas des activités de production, c'est des activités de service. Et ça, quand on est dans un contexte de contraction énergétique, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est déjà plus en train d'exister. Alors, la France, on est protégé parce qu'on a ce système de redistribution, on a cet État qui représente, je crois, au moins 40 à 60%, enfin même on est plus proche de 60% du PIB désormais, donc ça nous protège. Mais dans des pays comme les États-Unis où le poids de l'État est moins important, les villes sont en train de se vider. Il y a un exode, je dirais, urbain qui est en train de se produire et qui va arriver en France. On a juste un décalage, mais ça va se produire. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, est-ce que je l'appelle de mes voeux? Moi, je dis toujours aux patriotes, l'avenir, c'est les campagnes, parce que c'est là où ça se passe. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'était le conseil que disait Mao. Mao disait déjà aux troupes révolutionnaires communistes, prenez les campagnes et les villes tomberont comme un fruit mûr. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de contrôler les ressources. Les ressources, elles sont à la campagne, c'est le bois, c'est l'eau, c'est les terres agricoles. Vous contrôlez ça, vous contrôlez le pays. Je veux dire clairement, les gens qui sont dans les villes, y compris les populations d'origine étrangère qui sont dans les banlieues, etc., et les bobos des centres-villes dépendent des flux qui viennent de l'extérieur. Ils dépendent de camions qui, tous les jours, apportent leur eau, apportent leur nourriture, apportent tout ça. Ces flux-là s'arrêtent pour X ou Y raison. Ça peut être parce qu'il y a des troubles sociaux et les camionneurs, enfin les routiers sont en grève. Ça peut être parce que les Chinois ont lancé une attaque électromagnétique. Ils sont développés là-dedans justement cette technologie et ils grillent tous nos réseaux électriques et du coup on se retrouve sans électricité, sans rien et on est coincé. Ça peut être parce qu'il y a des phénomènes climatiques extrêmes comme ce qu'on a vu au Texas récemment qui vous coupent l'électricité et pareil. Et il faut savoir que dans les villes, il y a 3 jours de stock. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, les gens n'ont plus rien à manger. Donc il faut avoir conscience de cette réalité. Moi, je suis à Lunéville, à la campagne. On a tous notre jardin, on a tous des paysans qu'on connaît, etc. Nous, pour se nourrir, c'est pas un problème. On aura toujours de quoi manger. Par contre, si vous êtes à Nancy, au plein cœur de Nancy, au bout de 3 jours, ça peut devenir très, très compliqué. Oui, mais j'irai sur Lunéville, rejoindre ma famille à Lunéville à ce moment-là. Il y a toujours la carte Joker. Mais, oui, non, mais bien sûr. mais c'est vrai que on a vu à l'occasion du premier confinement les réactions de panique des gens qui se sont rués dans les grandes surfaces pour prendre un maximum de nourriture parce que là, ils avaient compris que potentiellement les allées et venues de camions et de produits venant de l'extérieur allaient cesser assez rapidement. Donc oui, là-dessus, vous avez raison. Bon, par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la culture et de l'importance de conserver la culture française, les lieux de culture, eux, sont en ville. Vous faisiez la différence entre Lunéville et Nancy.
Le musée des Beaux-Arts en Lorraine, il est à Nancy. La place Stanislas, elle est à Nancy. Tous les monuments historiques, hormis, on a le château à Lunéville, mais les grands monuments historiques de Meurthe-et-Moselle sont à Nancy. Donc, si demain vous délaissez les centres-villes et que vous laissez une population qui est hostile à la France, cette population d'Ardéchois dont on parlait tout à l'heure, mettre la main sur le centre-ville de Nancy, je ne suis pas certain que la culture s'en porte bien. Oui, bon, après, je dirais, il faut, là, on est dans une autre discussion, c'est-à-dire on est dans une discussion stratégique, presque militaire. Moi, je suis un grand joueur de Go. Et en Go, il ne faut pas perdre son temps à défendre ce qu'on appelle des zones mortes. C'est-à-dire, il y a des zones, elles sont perdues. C'est comme ça. Et je pense que les centres des villes seront défendus. Je pense que des lieux comme la préfecture, la mairie à Nancy, qui sont au cœur de ville, ce ne sera pas des zones qui seront livrées au pillage, etc. Parce qu'il y a des lieux de pouvoir et il y a des centres décisionnels. Mais après, le reste de l'agglomération, c'est un autre sujet. Et moi, je pense, alors là, c'est sûrement un point de divergence, c'est que je pense que ce que vous appelez les lieux de culture, moi, j'appelle ça aujourd'hui presque des lieux d'anticulture, c'est-à-dire que la vraie culture, elle se refait aujourd'hui entre patriotes, elle se refait dans des petites communautés de voisinage, de solidarité. Alors, à Nancy, on a un vrai lieu de culture qui est les Deux Cités, parce que ce sont des gens qui se retrouvent là. Le club du mercredi, quand on pouvait se réunir, et un lieu de culture, parce qu'il y a vraiment un lieu d'échange, etc. Mais tout ce qui est culture institutionnalisée, je pense qu'on ne peut pas considérer ça aujourd'hui, c'est de la culture morte, c'est de la culture figée. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit être défendu? Moi, bien sûr, je suis pour la défense de notre patrimoine, de nos monuments, mais après, il y a aussi une réalité, je dirais, stratégique, et je livre ça à nos auditeurs. Par exemple, Rome, qui était le centre du monde connu, faisait 1 million d'habitants sous Trajan, donc c'est à l'époque maximale de son expansion. Et quelques siècles plus tard, elle était retombée à 50 000 habitants. Donc on est passé de 1 million à 50 000 habitants. Alors ça a pris plusieurs siècles. Je pense que dans notre monde interconnecté et extrêmement fragile, ça peut aller vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Moi, j'ai déjà lu, je crois que c'est Yves Cochet, bon, je ne suis pas un grand fan d'Yves Cochet, mais il disait qu'il voyait la population de Paris chuter de 50% à un horizon très, très proche. Et je pense que c'est un calcul qui est généreux, déjà. Je pense que ce sera plus 80% que 50%. Bon, là aussi, hein, la crise du Covid a été un révélateur intéressant des mouvements de Ouais, population. mais exactement, vous avez raison. Et je pense que je dirais le Covid, c'est le prologue. C'est l'entrée. On attend le plat de résistance qui va arriver. Ça a été je dirais, ça a été le premier mouvement de la symphonie. Les gens ont eu un petit avant-goût de ce qui va se passer et de cette contraction. Et la problématique qui devrait être, en fait, parce que là, on se place dans une perspective politique, c'est comment on va gérer ça. Parce que là, actuellement, rien n'est géré. Et qu'est-ce qu'il va avoir? C'est ce que vous craignez, c'est-à-dire la submersion des centres-villes, le pillage, c'est ce que décrit Laurent Burton dans Guérilla. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre ou Oui, bien sinon. sûr. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un impensé. C'est-à-dire qu'au lieu de se préparer à la contraction énergétique et ses conséquences et comment éviter, justement, limiter les dégâts, parce que là, on est dans la phase où on limite les dégâts. On aurait pu sauver l'essentiel à partir des années 70 si on était mis à bosser. Là, maintenant, ce cap est passé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on sauve? Il faut qu'on arrive à sauver l'essentiel. Donc, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur ce que c'est. À propos de limiter les dégâts, un tout petit peu de publicité pour une chaîne YouTube qui mérite d'être suivie aussi, qui est extrêmement intéressante et qui a fait une émission passionnante à propos du livre Cartel des fraudes de Charles Prats. C'est la chaîne Radio Athéna et notamment les émissions tenues par Adrien Bozzi, que nous saluons au passage, hein, qui est un ami du Club du Mercredi, et qui a fait une émission vraiment détonnante, passionnante sur Cartel des fraudes, donc les 50 milliards d'euros qui sont fraudés chaque année à la sécurité sociale en France par des gens qui ont plusieurs identités et qui savent exploiter les failles du système et exploiter le produit de notre travail commun, Stanislas et moi, nous qui sommes d'honnêtes gens et qui travaillons et qui cotisons. Et voilà, ça fait partie justement de toutes ces dépenses qui sont faites par l'État français pour essayer de freiner au maximum le moment de chaos qui s'annonce. Oui, ouais, absolument. Mais pour revenir aussi dans
je pense que ça va être extrêmement douloureux. Hein, faut pas, je pense que le choc va être rude pour beaucoup de gens qui sont dans cette idée de croissance, de confort, qui n'ont pas compris que l'avenir, c'est la frugalité, etc. Mais je pense que dans le cadre je dirais, de la submersion démographique française, c'est aussi une bonne chose parce que c'est comme vous l'avez dit, les populations aujourd'hui qui posent problème sont concentrées dans les centres-villes. Et ça, ce sont des zones qui, dans la logique d'une contraction énergétique, vont être les pires endroits où il faut se trouver dans la France de demain. Et les patriotes qui ont été chassés dans la France périphérique, notamment chassés des banlieues, et qui se sont repliés sur la campagne, sur les petits villages, etc., sont plutôt bien placés pour survivre dans cette France qui vient. Alors, à propos des banlieues, il y a un homme qui commence à faire parler de lui pour 2022 et qui avait, dès 2016, dit qu'un plan de désamorçage des banlieues existait, l'opération Ronce. Il en avait parlé dans son livre de 2016, qui était à l'époque, je crois que c'était un quinquennat pour rien, qui sortait à l'époque-là. Bon, bah, c'est Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez que, au regard de l'urgence de la situation et du choc qui arrive, il va falloir également utiliser une solution politique exceptionnelle et que les grands hommes se révélant face aux grands enjeux, l'élection présidentielle de 2022 va nous permettre d'avoir l'arrivée sur la scène politique d'une nouvelle personnalité qu'on n'attendait pas. Alors, là, en mars 2021, les médias parlent d'Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Est-ce que vous pensez qu'il va en falloir une figure telle que la sienne pour régler les problèmes de la France? Ça peut être aussi Général Martinez, ça peut être Général Pierre de Villiers, on en a entendu parler aussi. Voilà, mais on a l'impression que le cadre institutionnel politique, finalement, craint vraiment l'arrivée d'une personne extérieure à son réseau traditionnel pour remettre de l'ordre. Oui, alors moi, je ne vais pas commenter les candidatures des uns et des autres, mais ce que je pense, c'est que il y a une chose peut-être qui est importante à dire, c'est que je pense que la France, et notamment la vie politique française, tourne autour, et c'est une erreur, de la question, je dirais, de la question de l'élection présidentielle. Alors bien sûr, le combat politique est important, ça je ne vais pas le nier, les mandats électifs sont importants, mais je pense que l'objectif, ça doit être de sauver la France. Et sauver la France, ce n'est pas juste gagner une élection. Et ce que j'ai voulu faire notamment dans ce livre, c'est détailler je dirais, les mouvements de fond. C'est-à-dire, il faut faire ce travail de fond. Il y a un travail de restauration et ce n'est pas juste une restauration politique. On l'a abordé dans la première partie de notre entretien, c'est une refondation spirituelle, c'est une refondation culturelle. Et tout ça, bien sûr, peut être démultiplié et renforcé par le politique. Mais je pense que se concentrer juste sur l'élection et savoir qui va être président de la République, etc., je pense que bien sûr, c'est une question importante. Mais il ne faut pas raisonner à court terme. Là, il faut aussi pas perdre de vue que nos adversaires travaillent sur le temps long. Par exemple, les Frères musulmans, ça a été fondé en 1928. En 1928, c'était trois intellectuels dans un appartement du Caire qui ont dit on va refaire le califat et si ça prend 100 ans, ça prend 100 ans. La Chine, c'est pareil. Mao, à partir de 49, on fait le grand marathon de 100 ans pour refaire de la Chine la première puissance. Donc je pense que, et c'est un problème de nos sociétés occidentales, c'est qu'on raisonne à court terme, on raisonne pour les 4 prochaines années, mais ce qu'il nous faut, c'est un plan à long terme pour sauver la France, pour vraiment, je dirais, résoudre les problèmes de fond. Et c'est ce que j'ai essayé justement de faire dans mon livre. Et quand je parle, par exemple, de retrouver la France chrétienne, pour moi, ça participe de ça. Ce n'est pas bien sûr la seule question, mais c'est une des questions. C'est une des questions. Et je pense que, par exemple, un candidat qui ne s'engagerait pas, enfin, un homme d'État qui n'aborderait pas cette dimension spirituelle, cette rénovation spirituelle de la France, en fait, il toucherait que la surface. Il ne toucherait pas à l'essentiel. Oui, alors Stanislas, il est maintenant temps d'aborder la deuxième partie de votre livre. Donc, dans une première partie, on vient d'en parler pendant plus d'une heure. Vous avez fait donc le bilan de l'état de la France actuellement et de toutes les actions qui sont menées contre elle. On a déjà abordé quelques pistes de réflexion pour peut-être améliorer son état. Et donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet à travers les mesures que vous proposez à vos lecteurs pour... Alors, non pas que vos lecteurs agissent de façon individuelle, mais en fait des mesures qu'on mettra en place collectivement à l'échelle politique pour relancer le pays et pour que finalement
nous retrouvions confiance en l'avenir et un certain enthousiasme quant à la destinée collective française. Alors bon, vous attaquez fort, hein, il y a directement une mesure très importante, moi, qui m'a beaucoup interloqué, enfin en réalité deux mesures qui m'ont interpellé. La suppression de l'Assemblée nationale. Vous proposez donc de retirer leur travail à nos chers députés. Il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi on supprimerait l'Assemblée nationale alors que finalement on bénéficie d'une pluralité parfaite et de personnes qui se déplacent systématiquement pour faire assumer leur rôle soit de majorité, soit d'opposition. Et puis également, j'ai été assez choqué de voir que vous souhaitiez restreindre les conditions d'accès au droit de vote. Ça, c'est une mesure polémique, s'il en est, peut-être plus polémique encore que la suppression de l'Assemblée nationale. Pouvez-vous, s'il vous plaît, détailler chacune de ces mesures et nous en expliquer l'intérêt? Oui, bien sûr. Je suis heureux qu'elle vous ait interloqué parce que c'était le but et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont au début de cette première partie. C'est pour dire que tout est sur la table. Il n'y a pas de vache sacrée. Alors, concernant l'Assemblée nationale, c'est très simple. La question que je pose, c'est à quoi sert aujourd'hui l'Assemblée nationale, au-delà de son rôle institutionnel que tout le monde connaît, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à des menaces existentielles pour la société française. Que fait l'Assemblée nationale pour y répondre et y faire face? Donc, je pense par exemple au grand remplacement démographique. A-t-on vu un seul député qui a osé mettre ce sujet sur le tapis, parler de remigration dans l'hémicycle? À ma connaissance, aucun. On est confronté, on en a parlé dans la première partie, à ce problème de contraction énergétique, fin de la croissance, nécessité d'adopter des changements en profondeur dans notre modèle économique. Est-ce qu'on a vu un député aborder ce sujet dans l'hémicycle ou à la tribune de l'Assemblée? À ma connaissance, aucun. Donc, plus généralement, on a cette institution qui fait un travail, je dirais, mécanique, mais en fait qui est dans le jeu politique, politicien, mais qui n'aborde pas les vrais sujets. Donc, je veux dire, à un moment, il faut se poser la question de est-ce que l'Assemblée nationale est vraiment utile et est-ce que sa suppression porterait vraiment préjudice au pays? Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est aussi, on peut parler aussi alors bien sûr, de l'assiduité des députés, de la pertinence de leur contribution, de la corruption aussi, parce que ça, c'est un point qui est évoqué, mais parmi nos députés, parmi ceux qui font la loi, combien sont d'authentiques patriotes qui ont à cœur les intérêts du pays et combien en réalité, sous couvert de défendre la nation, défendent en réalité plutôt les intérêts de lobbies, voire dans certains cas de puissances étrangères. Donc, le Qatar, notamment. On se souvient des enquêtes qui ont eu lieu. On se souvient des récentes enquêtes qui ont eu lieu pour montrer des liens entre certains députés et les intérêts du Qatar. Il y avait oui, par exemple, le Qatar, parmi d'autres. Oui, absolument. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais plus généralement, je crois qu'il faut, il faut sortir peut-être de cette hypocrisie qui est une illusion démocratique moderne de croire que, pour moi, c'est un spectacle, en fait, l'Assemblée nationale. C'est un spectacle qu'on donne au peuple pour lui faire croire justement ce que vous avez dit en présentation, qu'il y a ce pluralisme, etc. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Sous la Ve République, et d'autant plus avec le quinquennat qui est désormais calé sur les élections législatives, en fait, le pouvoir est extrêmement concentré entre les mains du président de la République et du gouvernement. Donc, certains pensent qu'il faudrait, au contraire, donner plus de pouvoir au Parlement. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'à chaque fois que le Parlement a eu du pouvoir en France, trop de pouvoir, c'était une catastrophe. Il y a une tendance à la centralisation du pouvoir en France. Donc, arrêtons avec cette hypocrisie. On ne prend pas des décisions avec 500 personnes dans un hémicycle. Les gens qui ont une expérience, que ce soit dans l'entreprise ou même dans des associations, de la vraie prise de décision, en généralité, c'est toujours un petit groupe de personnes qui prend les décisions. La France a fonctionné comme ça pendant des siècles. Il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça. Donc, arrêtons cette hypocrisie et posons-nous vraiment la question de la pertinence de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi proposer une suppression de l'Assemblée nationale si finalement on tient compte de ce que vous venez de dire, hein, cette dernière n'est finalement plus qu'une chambre d'enregistrement de mesures proposées par le gouvernement qui elles-mêmes de toute façon arrivent la plupart du temps de l'Union européenne. Hein, on se souvient de Viviane Reding qui dit que 80% des lois faites dans les pays membres de l'Union européenne sont en réalité des directives européennes. Donc c'est vrai que là, factuellement, l'intérêt de garder l'Assemblée nationale, on peut le questionner.
Mais pourquoi pas, à ce moment-là, favoriser le jeu de l'opposition, favoriser le jeu du vrai pluralisme au sein de l'Assemblée nationale et passer directement à la proportionnelle la plus complète possible, plutôt que de rester sur le régime actuel. On n'est peut-être pas obligé de la supprimer, cette Assemblée. Bah, moi, je pense bon, que le régime des partis fait partie du problème. Et je pense qu'en plus, je pense que c'est pas. Et en plus, je pense que dans la situation de crise dans laquelle on est, il faut des solutions exceptionnelles. Et je pense, et d'ailleurs, l'histoire l'a prouvé par le passé, à chaque fois que la France ou même d'autres pays ont été confrontés à des crises où c'est vraiment leur survie qui est en jeu, en général, les régimes d'assemblée ne survivent jamais à ces périodes de crise. Et que faisons-nous du Sénat? Bah, pour le coup, Alors, on le le supprime, le Sénat, Sénat. Tout le monde veut déjà le supprimer. Qu'est-ce que vous en faites, non, vous? parce que je pense que le Sénat a un intérêt qui est de représenter les territoires. Je pense que c'est important qu'il y ait cette représentation des territoires et que les députés, les sénateurs ne soient plus élus de façon indirecte, mais directement et défendent les intérêts d'un territoire. Parce qu'en plus, pour revenir à l'Assemblée nationale, il y a un peu cette ambiguïté en plus aujourd'hui, c'est que les députés représentent, viennent d'une circonscription définie géographiquement, mais sont censés représenter la nation. Donc moi, je pense qu'il faut aussi, c'est encore une hypocrisie, quand on vient d'un territoire, on ne défend pas cette nation abstraite, on défend un territoire donné. Moi, la personne qui représente, par exemple, la Meurthe-et-Moselle, la circonscription de Lunéville dans laquelle je me trouve, je veux qu'il défende les intérêts de Lunéville et pas cette nation abstraite. Donc moi, c'est ce que je voudrais pour les sénateurs, c'est que les sénateurs représentent leur territoire et les intérêts de leur territoire. D'accord, très bien. Et concernant la restriction du droit de vote, comment on fait? Alors On ça, hausse l'âge minimum d'accès au droit de vote? Vous voulez supprimer oui, le droit de alors, vote pour une partie de la population? Comment vous voulez faire? oui, alors ça, je pense que en effet, on peut l'évoquer. Je l'ai pas précisé, mais je pense qu'il faudrait déjà d'une part augmenter, enfin, rehausser l'âge du droit de vote, mais surtout, je voudrais que ça soit soumis à conditions. C'est-à-dire que la proposition que je fais, c'est que le droit de vote soit soumis à un conditionné, pardon, à un engagement au service de la nation, donc par le biais d'un service militaire ou d'un service civique pour ceux qui ne voudraient pas servir dans l'armée, mais qu'il y ait cette idée que le citoyen, le vrai citoyen qui jouit de tous ses droits, est celui qui a sacrifié une partie de son temps, une partie de son énergie pour servir le collectif. Et ça, je pense que c'est très, très, très important. Ce qui fait que, et ça change tout, parce qu'autrefois, il y avait une condition d'accès, le vote n'était pas universel, mais c'était la naissance, ou par la suite, ça a été aussi la fortune. Et ce que je propose, c'est que c'est fondé sur l'engagement et l'amour de la patrie, c'est-à-dire ceux qui se soucient suffisamment du bien commun pour s'engager, pour s'investir, pour donner de leur temps, eh bien, eux jouissent de leur plein droit civique. D'accord. Bon, effectivement, considérer que le droit de vote est un dû, Oui, c'est un petit peu exagéré. Les binationaux, on est d'accord aussi, donc il y a une suppression du oui. droit de vote pour eux. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est d'autres propositions que je reprends. C'est qu'il il y a aussi interdiction pour les binationaux d'accéder à, par exemple, des métiers dans la fonction publique. Il y a tout un ensemble de restrictions. Pour que nos auditeurs comprennent bien le sens de ma réflexion, c'est que il y a cette idée de reconstituer une véritable élite, mais une élite qui soit pas une élite de l'entre-soi, une élite, je dirais, qui soit là pour je dirais pour les gains qu'il y a à avoir dans le contrôle de l'État, mais des gens qui sont là parce qu'ils veulent servir. Et donc, il faut faire des filtres pour que, quand on sert l'État, il y a des conditions strictes et il y a un vrai engagement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique. Très bien, merci pour ces précisions. Ensuite, deuxième point, et ça c'est assez cohérent avec ce dont nous avons parlé tout à l'heure à propos de la chrétienté. Vous souhaitez le retour, vous avez une vision assez traditionnelle des choses, vous souhaitez le retour donc de l'homme à sa place traditionnelle et donc de la femme également à sa place traditionnelle dans votre conception familiale des choses. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous détailler ce que sont pour vous les places traditionnelles de l'homme et de la femme et ce qu'elles pourraient être ou devraient être, selon votre grille de lecture, en 2021? Oui, oui, tout à fait. Alors,
Déjà, je voudrais qu'on sorte de ce débat, je dirais, cette posture contemporaine qui est de vouloir opposer l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on regarde l'actualité, on a l'impression qu'il y a cette guerre des sexes, que notamment l'homme oppresse la femme, qu'il y a ces questions de violence sexuelle, etc., qu'il ne faut pas nier. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tout est vu sur le prisme d'un affrontement entre les sexes. Et c'est pas du tout je pense que c'est une vision qui est destructrice. Le cœur de ma vision, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont complémentaires. Et il n'y a pas de un est supérieur à l'autre. C'est chacun a un rôle à jouer au sein de la société et au sein du couple. Et chacun doit, je dirais, la femme doit être pleinement féminine et l'homme pleinement masculin. Alors pour revenir, qu'est-ce que ça signifie? C'est que traditionnellement, bien l'homme c'est plutôt celui qui est dans le domaine extérieur, c'est lui qui sort du foyer, donc qui va travailler, qui va ramener qui va mettre le pain sur la table. C'est aussi celui qui va aller se battre pour défendre sa patrie, donc qui défend le groupe. Et la femme est plutôt la reine du foyer, elle règne à l'intérieur, donc c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants, c'est elle qui s'occupe du foyer, c'est elle qui, je dirais, s'occupe plutôt de gérer tout ce qui est les relations sociales. Donc ça, c'est la vision, je dirais, il y a cette belle métaphore qui est développée par notre camarade Sylvain qui dit que, en fait, la vision, c'est la croix du Christ, c'est-à-dire l'homme est la barre verticale, c'est-à-dire connecté à Dieu et enraciné dans la terre de ses ancêtres, et la femme vient équilibrer cette verticalité en remettant de l'équilibre et en étant dans la dimension du foyer. Alors bien sûr, ça, parce que ça aussi, il ne faut pas, je dirais, tendre le bâton pour se faire battre, c'est que c'est une vision générale, c'est une norme, mais cette norme, elle peut aussi souffrir des exceptions. On peut tout à fait comprendre qu'il y ait des femmes qui ne soient pas faites pour la maternité, qui ne soient pas faites pour le foyer, de la même manière des hommes qui ne soient pas des guerriers, mais ça reste des exceptions. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est l'exception qui est devenue la norme. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que dans les sociétés traditionnelles, l'homme qui allait à l'extérieur, donc qui s'occupait du contact avec le monde extérieur et potentiellement du combat, ou qui du moins intégrait des sphères qui étaient extrêmement compétitives, extrêmement exigeantes. Donc, disons par exemple sur les plutôt les 2 derniers siècles, hein, quand il s'agit de faire des professions manufacturées ou alors des professions intellectuelles, mais à très haut niveau d'exigence. Bon, l'homme, en jouant le jeu, entre guillemets, avait quand même des avantages par rapport à la femme. Il y avait quand même ce statut de très, très viril et les avantages qu'il en tirait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, si demain, vous dites aux femmes, on vous propose un nouveau modèle dans lequel vous retrouvez votre place traditionnelle, qui est celle que vous occupiez il y a encore peu et qui finalement est celle qui vient en complément de la place naturelle de l'homme, vous allez peut-être remettre des hommes dans des situations de conflit, alors même qu'ils n'auront plus d'intérêt, plus d'avantages à s'y trouver. Et comment vous comptez mettre tout ça en place? Est-ce que vous avez une idée de comment ça pourrait se faire? Je pense que déjà, on est dans un durcissement de la société. C'est le durcissement de la société qui va y pousser. On voit aujourd'hui que déjà, la compétition aujourd'hui, elle est devenue plus rude, notamment sur le plan professionnel. Mais on a parlé dans la première partie de cette contraction énergétique. Moi, je pense que cette contraction énergétique qui va réduire notamment les métiers, enfin la sphère du travail, notamment beaucoup de métiers de service qui sont amenés à disparaître par le biais de différents facteurs, va pousser naturellement, je dirais, les rôles de l'homme et de la femme à se restructurer de façon naturelle. J'ai même envie de dire, là, le discours que je tiens n'est pas tant un discours militant de dire il faut pousser dans ce sens, c'est plutôt il faut se préparer psychologiquement à cette nouvelle réalité qui va revenir par le simple jeu des forces qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui. Donc c'est pas tant, c'est pas tant, il faut pas transformer la société comme veulent le faire les progressistes. C'est plus de dire on est dans une situation qui va revenir d'elle-même et il faut se préparer psychologiquement à la gérer, à l'accepter, à l'accompagner. Attendez, juste une seconde. J'ai quelqu'un qui toque. Oui, donc finalement, si ce phénomène va arriver naturellement et qu'il s'agit pour nous de s'y préparer, il ne s'agit pas dans votre propos de tenir un discours de morale ou de faire un choix quelconque, hein, évidemment. On l'avait bien compris. Alors, ça va être intéressant de voir un petit peu comment vont réagir les hommes habitants de centres de grandes villes françaises, même si dans votre esprit, on l'a vu tout à l'heure, vous pensez que les grandes villes vont se dépeupler. Je reprends l'exemple qu'avait donné Maître de Montmirail à l'occasion d'un entretien, un excellent entretien par ailleurs qu'il a récemment accordé à l'Institut des Libertés,
où il dit, figurez-vous, au lendemain des attentats de novembre 2015, rappelez-vous cet homme qui se trouve avec son petit enfant sur les marches du Bataclan et qui explique à son fils que les fleurs sont plus fortes que les armes et que lorsqu'on subit la violence dans nos sociétés, il est important de répondre par un discours, par des chansons de John Lennon et par un dépôt de gerbes de fleurs. Et même Maître de Montmirail s'en amusait parce qu'il disait que finalement, même le fils qui avait 4-5 ans, il comprenait l'arnaque et que le père insistait pour que finalement le fils, par dépit, lui dise oui, oui, et en même temps pour être rassuré lui-même, oui, les fleurs sont effectivement meilleures que les armes, tu as raison, papa. Bon, bah, ça va être intéressant de voir comment ce papa-là va pouvoir réagir face à la contraction énergétique, face au retour de sa femme dans son foyer et face à son besoin de retourner combattre dans le monde extérieur pour gagner de la ressource et pour non même plus vivre confortablement comme un bobo du centre-ville de Paris, mais simplement pour être capable de survivre dans un monde qui va être en profonde mutation. Enfin, je me suis un petit peu emporté peut-être, c'était peut-être pas tout à fait votre propos, Stanislas. Non, non, mais vous avez complété ma pensée, mais je voudrais juste terminer aussi sur un point précis, c'est qu'on parle beaucoup de la libération des femmes, mais la question que je pose toujours, c'est est-ce que les femmes ont vraiment gagné au change? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les femmes continuent, je dirais, à assumer la charge de la gestion du foyer, donc ce qui était leur rôle traditionnel, l'éducation des enfants, les charges domestiques. D'ailleurs, les féministes parlent toujours de cette fameuse charge mentale qui pèse encore sur les femmes. Et en plus, maintenant, elles doivent mener de front donc, ces responsabilités avec une carrière professionnelle. Donc ça, elles ont, je dirais, elles ont accumulé les responsabilités, elles ont gardé leur domaine de prédilection et en plus, elles sont rentrées dans la sphère masculine. Elles ont la charge mentale et la charge patronale, en fait. Voilà, c'est ça. Et en plus, je voulais y venir, vous faites la transition parfaite, c'est que justement, elles ont, par exemple, l'augmentation des divorces, on sait que on a beaucoup d'études sociologiques ou économiques là-dessus, les femmes perdent beaucoup. En général, ce sont les femmes qui se retrouvent mères isolées, avec souvent des enfants à charge, dans une grande précarité économique. Et cette précarité économique les place souvent sous la dépendance, justement, la dépendance patronale. Donc en fait, elles ont, je ne sais plus qui disait cette phrase un peu provocatrice, c'est-à-dire qu'elles ont troqué la tutelle de leur mari contre la tutelle de leur patron, qui les place dans une grande vulnérabilité, et en plus elles ont perdu la protection traditionnelle qu'on accordait aux femmes dans les sociétés, je dirais dans les siècles passés. Donc je ne suis pas sûr que quand on met tout dans la balance, les femmes ont vraiment gagné au change. Peut-être quelques femmes qui ont accédé à des hautes responsabilités, à des, je dirais, qui ont des revenus confortables, mais je ne suis pas sûr que la Française moyenne qui se lève à 6 heures du matin pour aller faire des ménages, tout ayant en devant élever 2 enfants, a vraiment gagné avec la libération de la femme. Moi, je n'en suis pas certain. Très bien. Alors avançons. Est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs dans lesquels la France doit miser pour l'avenir? C'est-à-dire des secteurs dans lesquels on doit en priorité investir? Oui, alors absolument. Et ça, je les détaille dans le livre parce que je parle de la contraction énergétique. Il faut bien comprendre que ce n'est pas abandonner toute politique économique ou industrielle et dire on va retourner à cultiver des patates avec des chevaux de trait. Ce n'est pas ça l'idée. C'est de dire que, étant donné qu'on est dans un monde où les ressources sont contraintes, il faut qu'on investisse, je dirais, intelligemment et qu'on place nos ressources sur des secteurs qui sont vraiment intéressants pour la collectivité. Donc, je pense, par exemple, qu'il faut investir dans la recherche agronomique, dans tout ce qui est l'énergie, donc comment conserver autant que possible un certain accès à l'énergie. Et par exemple, moi, je suis outré que le gouvernement parle, par exemple, de privatiser les barrages, parce que l'énergie hydroélectrique, c'est une énergie propre, qui a bénéficié d'investissements de l'État. Et il est question aujourd'hui de privatiser les barrages et plus généralement de privatiser tout ce qui touche à l'énergie. Là, on voit à l'eau, c'est un sujet d'actualité avec le Veolia et Suez. Donc ça, je pense que tout ce qui touche aux ressources, et surtout aux ressources indispensables à la vie de la collectivité, que ce soit l'eau, les terres agricoles, l'énergie, les transports, les communications, l'État doit absolument se réapproprier ces secteurs, investir intelligemment. Je pense aussi à la santé. Par exemple, je fais des propositions dans le livre pour comment on passe d'un modèle de santé qui est
je dirais, dans la recherche toujours d'une molécule coûteuse. Là, on le voit, par exemple, privilégier des vaccins qui peuvent coûter très cher, plutôt alors qu'il existe des solutions de traitement qui sont beaucoup plus moins onéreuses et plus simples. Revenir à la simplicité, à l'efficacité et au moindre coût quand la solution existe. Ça, pour moi, c'est une vraie stratégie. Et plus généralement, développer, bien entendu, la production locale, arrêter de faire venir des biens qui viennent du monde entier, favoriser l'artisanat, les biens durables, la production locale, agricole. Bien sûr, ça, c'est une évidence. Concernant les mesures économiques que vous recommandez, et concernant de toute façon toutes les mesures que vous avez recommandées précédemment, on est bien d'accord, Stanislas, pour dire que on ne peut pas mettre ça en place, et même déjà commencer à y réfléchir, c'est presque un acte de trop, sans sortir du cadre européen. Il nous faut sortir de l'Union européenne pour retrouver notre liberté et être capable de mettre ça en place. Oui, bien sûr, mais ça, je dirais, c'est un prérequis. Il faut retrouver de toute façon les attributs de notre souveraineté sans lequel un État n'est pas un État, c'est-à-dire la monnaie, les lois, le contrôle des frontières. Alors après, la question, c'est comment on le fait, parce que bien sûr, il y a la nécessité d'une coopération entre Européens. Il y a des sujets sur lesquels on doit coopérer et là, une coopération est nécessaire, une coordination. Alors la question, c'est comment on le fait, dans quel cadre on le fait, et je dirais aussi par rapport aux personnes qui sont, je dirais, fixées peut-être sur des mesures très fortes. Je pense que ma conception, c'est que c'est pas le droit qui fait la politique, c'est la politique qui fait le droit. C'est-à-dire qu'on prend des décisions politiques et après elles se traduisent de façon juridique. Et je pense que sans, par exemple, même voter pour un Frexit, si la France un jour veut reprendre sa souveraineté, elle n'a même pas besoin de passer par cette procédure. Elle le fait de fait. On a vu par exemple ce qu'a fait, c'est un exemple qui est extrême, hein, mais par exemple quand Vladimir Poutine a décidé que la Russie, que la Crimée allait être russe, il n'a pas soumis une directive à l'ONU. Il a dit la Crimée est russe, les troupes russes sont présentes en Crimée et c'était de fait. C'est ça que je veux dire quand je dis que la politique prime le droit. Oui, c'est ce que vous dites en introduction de votre livre, en citant c'est Richelieu que vous mettez en citation, disons que la politique, c'est rendre possible l'indispensable, quoi. C'est ça la Rendre le citation nécessaire, exacte. exactement. Le nécessaire, voilà. Ouais. Rendre possible le nécessaire. Donc, Très je pense bien. qu'il ne faut pas être figé sur juste des mesures juridiques, enfin des conceptions juridiques purement juridiques. Un dernier domaine sur lequel je souhaite vous interroger, c'est un domaine qui, à mes yeux et aux yeux de nombre d'analystes, est absolument indispensable. Il faut qu'on mette une politique ambitieuse en place pour le revigorer et pour donner de l'espoir aux générations qui arrivent et pour les reconstruire, en fait, et construire proprement, du moins. C'est le domaine de l'éducation nationale. Quelles sont les mesures que vous proposez pour redorer le blason de l'éducation nationale et faire remonter le niveau qui, même si on entend dire partout qu'il ne baisse pas, est factuellement en baisse? Oui, oui, absolument. Mais ça, c'est un des éléments, on parlait de ça dans la première partie, de la guerre qui est menée au peuple français, parce que la destruction des capacités intellectuelles et cognitives du peuple français participe de cet affaiblissement de la France. Et l'éducation nationale est un des meilleurs exemples. Il faut savoir qu'on est passé quand même, la France avait le meilleur système éducatif au monde, hein, encore dans les années 50-60. Et à partir de mai 68, il y a eu ce grignotage progressif qui aboutit aujourd'hui à un désastre complet. J'y consacre de nombreuses pages dans le livre. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. C'est déjà d'une part en finir avec cette fiction de l'égalité, de dire que tout le monde doit avoir la même formation. Par exemple, je pense que l'éducation supérieure doit être réservée à une élite, et là encore, pas une élite sociale, une élite de la naissance, mais une élite cognitive, c'est-à-dire, comme c'était le cas autrefois, on repère les enfants, il y en a partout, il y en a chez les classes aisées comme chez le peuple, des enfants qui sont hors normes, hors du commun, qui ont des vraies capacités, et c'est à ceux-là, ils représentent, on le sait, statistiquement 10% de la population, et c'est eux qui doivent accéder aux études supérieures. Moi, on se réjouit que 90% d'une classe d'âge ait le baccalauréat, mais c'est du délire. Le baccalauréat, il a vraiment sa vraie valeur quand il y a 10% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat, et c'était le cas avant. Mais ça ne veut pas dire que vous maintenez toute une population dans un état de sous-éducation, et bien entendu, c'est que par un jeu de mécanismes de remontée finalement du niveau d'exigence de chacun des diplômes,
bah, la personne qui aujourd'hui passera le baccalauréat aura un diplôme qui aura une vraie valeur, ce qui n'est pas le cas, non, non, mais bien actuellement. sûr. Non, mais bien sûr, pour préciser ma pensée sur ce point, c'est qu'il faut que tous les Français aient une éducation de base qui soit excellente. Je veux dire, aujourd'hui, je cite de tête, donc peut-être que les chiffres ne sont pas tout à fait justes, mais je crois qu'on a presque un tiers des élèves qui sortent aujourd'hui de l'enseignement primaire en étant quasiment analphabètes, qui ne maîtrisent même plus les bases du français. Un tiers, alors que c'était 10% il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Donc, je veux dire, c'est énorme. Ce que je souhaite, c'est que déjà, tous les enfants, comme c'était le cas pour nos grands-parents, sortent du système scolaire français avec une formation de base robuste, donc savoir lire, écrire, compter, résoudre un problème mathématique simple, avoir des notions solides de géographie, d'instruction civique, enfin, en faire des citoyens fonctionnels dans la société avec tout ce qu'il faut. Mais après, la formation vraiment d'élite, l'accès aux études supérieures, doit être réservé à une véritable élite. Et tous les gens n'ont pas vocation à faire des études supérieures, tout le monde n'est pas amené à être un décideur, mais c'est ça. Oui, parce que comme le dit notre ami Stéphane Edouard, à qui nous passons le bonjour par l'occasion, c'est vrai qu'il s'alarme souvent en disant que il n'est pas normal que des gens qui ne savent pas faire une règle de 3 et donc qui ne sont pas capables de mettre des informations en perspective pour réfléchir autour de ces informations et en tirer une conclusion, soient par contre tout à fait habilités à donner leur avis publiquement. Alors il le dit pas comme ça, mais est une influence en tout cas politique. C'est assez inquiétant de voir que des gens qui sont bac+3, bac+5 prétendent à avoir une influence politique alors qu'ils ne savent pas forcément faire une règle de 3. Voilà. Oui, mais absolument, mais il y a vraiment deux niveaux, c'est-à-dire il y a la formation du peuple qui aujourd'hui est déficiente, c'est-à-dire on affaiblit le peuple français en ne le formant même pas correctement sur les éléments de base qui permettent d'avoir une pensée, mais il y a aussi le problème de la formation de l'élite. Quand on a, je dirais, un certain recul et qu'on lit ce que font les élites d'autres pays, les élites américaines, les élites chinoises, les élites russes, on voit que l'élite française aujourd'hui est d'une qualité déplorable. Je veux dire, il y a vraiment un problème de niveau, il y a un problème de formation. Je veux dire, c'est un problème pour je dirais, la conduite de la France. Et il faut, les gens aujourd'hui qui détiennent les leviers du pouvoir sont des gens médiocres. Sont des gens vraiment médiocres qui ne sont même pas formés correctement pour les responsabilités auxquelles ils aspirent. Et c'est ce que disait le député Joachim Sonforget aujourd'hui sur son mur Facebook, c'est que si les gens qui sont à la tête de l'État finalement ne peuvent plus briller que par leur gentillesse ou leur bienveillance, parce qu'il n'y a plus rien, quoi. C'est des coquilles vides. Il n'y a plus du tout d'intellect. Oui, bien sûr. Et puis absolument, c'est tout à fait exact. Mais c'est surtout le problème, c'est qu'on a aujourd'hui un problème, c'est que les gens brillants ne servent plus le bien commun. Les gens brillants ne font plus de politique. Et ça, peut-être qu'on vous l'a peut-être dit quand vous étiez plus jeune et que vous avez cet engagement politique, si tu es brillant, ne fais pas de politique. Donc le problème, c'est que tous les gens qui sont vraiment talentueux partent ailleurs, ils vont travailler dans la technologie, dans les grandes entreprises privées, et du coup, ça crée un cercle vicieux parce qu'il reste les fonds de tiroir qui vont faire de la politique, et ceux qui sont brillants travaillent dans des institutions privées et participent à la prise du contrôle du privé sur le public. Parce que forcément, c'est là que sont les talents. Donc, il y a un transfert du pouvoir qui se fait et ça crée un cercle vicieux. Absolument, absolument. Stanislas, nous arrivons au terme de cet entretien. Souhaitez-vous toucher quelques mots de la fin, faire passer un message particulier pour clôturer cet entretien avant que nous ne fassions un point sur les endroits, enfin, bien qu'on l'ait déjà dit dans la première partie, qu'on rappelle où on peut trouver votre livre et où on peut vous suivre. Oui, absolument. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut comprendre qu'on est en guerre. Je l'ai dit au début, je le répète, et quand on est en guerre, ce n'est pas la même organisation et ce n'est pas les mêmes enjeux qu'en temps de paix. C'est-à-dire que c'est une mobilisation générale et chacun doit jouer son rôle. Je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que si vous voulez vraiment sauver votre pays, si vous voulez résoudre les problèmes qui vous exaspèrent, qui vous désespèrent, qui vous dégoûtent, c'est pas juste regarder cette vidéo, c'est déjà une bonne chose, c'est une première étape, mais il faut être actif, il ne faut pas juste être un consommateur passif, même de réinformation, même de faits politiquement incorrects. Il faut soi-même être acteur, alors ça peut être en donnant son temps,
Ça peut être en soutenant financièrement les gens qui se battent. Alors bon, là maintenant, on ne peut plus donner à Génération Identitaire, mais il faut soutenir ces associations, il faut soutenir les commerces patriotes comme les deux cités, il faut soutenir les auteurs patriotes, il faut soutenir tous les gens qui sont engagés dans ce combat. Chacun avec ses moyens et chacun à son échelle, mais il faut que vous soyez actifs et surtout, il faut ne pas perdre de vue les vrais enjeux. Je le dis toujours, ce qu'il faut faire, c'est pas gagner des élections, c'est gagner la guerre. Et plutôt que de faire de la politique, il faut chercher à faire l'histoire. Bon, on garde le cap, car même, je ne sais pas si le mot est approprié, mais quelle que soit la situation, hein, même sans espoir, la lutte reste un espoir. Stanislas, merci d'avoir accepté cet entretien. Pour les personnes qui souhaitent nous soutenir et qui souhaitent donc devenir actives sur les bons conseils de Stanislas, vous pouvez déjà commencer par liker cette vidéo, la partager, bien sûr, mettre un commentaire, ce qui nous aidera beaucoup pour le référencement. Vous pourrez également vous rendre sur le site de Stanislas Berthon pour commander ses livres, qui sont donc au nombre de 3, on le rappelle, qui se nomment successivement « Être français, l'être à ma sœur »,« L'homme et la cité » et puis enfin donc « La France retrouvée ». Pardon. Décidément, j'ai vraiment envie de l'appeler la France relevée, la France retrouvée. Vous pouvez rencontrer Stanislas aussi, pour ceux qui verront cette vidéo avant le 6 mars, vous pourrez le rencontrer à la librairie des Deux Cités, donc à Nancy, pour une séance de dédicace entre 14 et 18 heures. De façon générale, on vous invite de toute façon à suivre les travaux de cette librairie ainsi que les travaux de notre radio partenaire Radio Lorraine Enragée. Vous pourrez vous rendre sur leur chaîne YouTube aussi. Et puis nous sommes donc présents sur Facebook, YouTube, Twitter et Tipeee, où vous pouvez nous faire un don. Nous vous disons à très bientôt. On arrive sous peu de temps avec un nouveau format qui, j'espère, vous le plaira, qui ne remplacera pas les entretiens individuels, mais au contraire les complétera. Et on aura l'occasion d'en rediscuter lorsque nous diffuserons donc ce nouveau format. À bientôt. Au revoir Maxime, merci. Au revoir Stanislas.